Il y a des enfants qui grandissent sans apprendre à écouter. Noah, lui, a appris très tôt. Une clé dans une serrure, un pas dans un couloir, une porte qu'on referme trop tôt, une voix qui change d'une seconde à l'autre. À force, il a compris avant les autres, avant les phrases et les excuses. On appelle ça de l'empathie. Chez Noah, c'était surtout une méthode de survie. Ce soir, je vais vous raconter comment ça commence. L'enfance, l'adolescence, la maison, et ce que cela peut fabriquer quand personne n'arrête rien. Bienvenue dans le noir. Noah a appris le langage avant les mots. La clé dans la serrure d'abord. Un petit cri métallique qui, certains soirs, signifiait simplement « papa rentre » et d'autres soirs, signifiait autre chose. L'enfant faisait la différence à la vitesse du geste. Une clé hésitante était due à la fatigue. Une clé brutalement enfoncée à l'agacement. Une clé qui tremble, l'alcool. Le radiateur du salon, lui, tapait à intervalles réguliers. Tic, tic. Noah s'endormait avec ce bruit dans la tête et se réveillait avec lui, persuadé qu'il s'agissait d'un compte à rebours. À 6 ans, Noah savait déjà ceci. Dans leur maison, la violence ne tombait pas du ciel. Elle se préparait. Elle avait des signes annonciateurs. Une odeur de bière et de tabac froid. Un froissement de manteau jeté trop fort sur une chaise. La télévision qu'on allumait sans la regarder, juste pour remplir l'air. Un soupir de Mireille, sa mère, qui faisait semblant d'être un soupir banal alors que c'était un appel à l'aide qu'elle n'adressait à personne. Noah était assis à la table basse, un cahier de coloriage ouvert. Lou, sa petite sœur, jouait avec des figurines sur le tapis. Elle avait 3 ans de moins. Elle avait encore le droit d'être distraite. Mireille s'agitait dans la cuisine. Elle alignait des assiettes, les réajustait, les essuyait même quand elles étaient déjà propres. Une danse précise, presque belle, si on ne devinait pas qu'elle était faite pour empêcher l'inévitable. Le soir où la douceur chez Franck n'était pas rassurante. Elle était comme une vitre propre. On voyait très bien le précipice derrière. Mireille a répondu trop vite, sans sortir de la cuisine. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Le bruit qui a suivi ne fut pas un cri, c'était un objet, un verre posé, mais posé comme on frappe. Noah a levé les yeux vers l'ouverture de la cuisine. Il n'a pas vu le visage de son père, mais ses mains. Les mains disent la vérité plus vite que les yeux. Lou a cessé de jouer. Elle a tourné la tête, apeurée. Noah a glissé sa main dans celle de Lou, un geste automatique, une habitude déjà ancienne. « On va dans la chambre » a soufflé Noah. « Viens » Lou a protesté à peine. Elle avait appris aussi, sans qu'on lui explique, que certaines choses n'étaient pas des jeux. Dans la chambre, Noah a fermé la porte sans la claquer. Il a mis Lou sur le lit, a pris un livre d'images, l'a ouvert au hasard et a commencé à raconter une histoire qu'il inventait sur le moment. Sa voix était calme, presque chantante. Il avait l'impression d'être un adulte minuscule qui portait un enfant encore plus petit que lui. Derrière la porte, la discussion a gonflé. Au début, rien d'incompréhensible, des mots comme « mensonge »,« fatigue »,« tu crois que je suis idiot ?» Puis le ton a monté. La cuisine est devenue une caisse de résonance, et Noah a dû parler plus fort pour couvrir. Lou l'a regardé avec des yeux immenses. « Pourquoi il est méchant ?» a-t-elle demandé. Noah a senti sa gorge se serrer. Il a cherché une réponse qui n'empoisonnerait pas l'enfance de sa sœur. « Il est malade de l'intérieur », a-t-il fini par dire. Lou a hoché la tête, comme si c'était une explication normale.
Les enfants acceptent l'horreur quand elle est formulée doucement. Cette nuit-là, Noah a compris une règle qui allait le suivre comme une ombre. Si tu anticipes assez, tu peux réduire les dégâts. C'était ça, sa force, sa malédiction aussi. Le lendemain à l'école, Noah a souri. Il a prêté ses crayons. Il a répondu poliment. Il a même fait rire la maîtresse avec une remarque innocente. On l'a trouvé plutôt mature. Personne ne voyait qu'il était surtout en alerte. À 8 ans, Noah s'est mis à se laver les mains. Au début, c'était raisonnable. Puis c'est devenu obsessionnel. Noah frottait ses doigts jusqu'aux jointures, insistait sur le dessous des ongles, rinçait longuement. Mireille a souri en l'observant. « Tu es soigneux, toi, » disait-elle. « C'est bien. » Noah l'a laissé dire sans rien ajouter. À 10 ans, Noah a découvert la bibliothèque municipale. Ce lieu sentait le papier, la poussière et une forme de paix qui, chez lui, n'existait pas. Les livres étaient des espaces où les choses avaient un début, un milieu et une fin. Chez Noah, rien ne finissait jamais. Tout recommençait. Madame Roche, la bibliothécaire, a remarqué l'enfant qui restait trop longtemps et choisissait des ouvrages trop grands. « Tu aimes les histoires ?» a-t-elle demandé. Noah a haussé les épaules. Il tenait un livre sur le corps humain. « J'aime comprendre. »« Et qu'aimes-tu comprendre ?» Noah a fixé la couverture, comme si elle allait l'aider à répondre. « Comment on répare ?» Madame Roche n'a pas insisté. Elle a simplement glissé dans la pile un roman plus doux, plus humain, une histoire envoûtante d'une personne qui survivait sans devenir cruelle. Noah a lu ce roman en 2 nuits, et pour la première fois, il a eu envie de croire à autre chose qu'à la réalité qu'il vivait constamment. Il a commencé à aider les autres. Quand un camarade pleurait, Noah le comprenait avant même d'entendre les mots. Il percevait la honte dans la respiration, la peur dans la manière de tenir les épaules, la solitude dans les pauses entre les phrases. Noah n'était pas un enfant social. Il était un récepteur. Et un récepteur, quand il capte trop, finit par saturer. À la maison, Franck alternait période calme et période noire. Cette alternance, plus que la violence elle-même, détruisait la boussole de Noah. Parce que l'enfant n'arrivait jamais à se persuader qu'il était dangereux. Il se disait toujours que peut-être qu'un jour, son géniteur pourrait redevenir gentil. C'est ainsi qu'on fabrique les meilleurs enfants sages, ceux qui ne quittent pas, ceux qui pardonnent trop vite. Un soir, après un épisode particulièrement humiliant composé de mots tranchants, de rires accusateurs et de reproches destinés à faire de Mireille une moins que rien, Noah entendit sa mère pleurer dans la salle de bain. Il s'est approché. Il a posé un dessin sous la porte, un soleil grossier, 2 personnages se tenant la main. Et il a murmuré « Ça va aller, maman. » Mireille a répondu la voix cassée. « Oui, oui, mon cœur. » Noah a reculé dans le couloir. Il a ressenti une chaleur étrange, la satisfaction d'avoir consolé. Puis, juste après, la honte, parce qu'il venait d'accomplir un geste d'adulte avec des mains d'enfant. Dans sa chambre cette nuit-là, Noah a promis quelque chose sans se l'avouer clairement. Plus tard, il saurait quoi faire. Plus tard, il aurait les bons mots, les bons gestes, le pouvoir de savoir comment agir. L'enfant ne voulait pas être fort pour dominer. Il voulait être assez fort pour empêcher. Et c'est là que la pente commence, souvent, au moment où empêcher devient plus important que vivre. Au collège, Noah a appris que l'empathie attire les prédateurs d'un autre genre que ceux qui frappent. Noah a été l'ami idéal, celui qui écoute pendant des heures, celui qui répond aux messages tard le soir, celui qui devine les crises avant qu'elles arrivent, celui qui absorbe. Le problème, c'est que personne n'appelle le bon ami pour lui demander s'il va bien.
Noah rentrait chez lui avec des chagrins collés à la peau. Il s'asseyait à la table de la cuisine, faisait les devoirs de Lou, préparait un repas simple. Mireille était là, mais absente, comme si une partie d'elle avait quitté la maison depuis longtemps et laissé son corps accomplir les gestes. Franck, lui, cherchait une cible quand la vie le contrariait. Ce qui effrayait Noah, ce n'était pas la colère, c'était l'injustice de la colère. Elle pouvait se déclencher pour un verbe mal placé, un mot trop lent, un regard. Elle n'était pas logique, elle était arbitraire. Et l'arbitraire détruit l'esprit plus sûrement qu'un danger clair. Noah a commencé à faire des malaises. Le bruit des néons devenait insupportable. Les couloirs du collège devenaient si étroits qu'ils l'étouffaient complètement, l'obligeant à s'enfermer dans les toilettes pour faire taire la crise et reprendre son souffle. Ceux qui le voyaient dans cet état jugèrent qu'il s'agissait d'un enfant débutant sa crise d'adolescence, qu'il était fatigué et stressé et que ça lui passerait. Et Noah s'excusait. Toujours. Comme si ce qu'il subissait était une faute. À 15 ans, pendant un cours de SVT, le professeur a parlé du cerveau et de la peur. Il a expliqué que, chez certaines personnes, le système d'alarme peut rester bloqué en position urgence, même quand il n'y a pas de danger immédiat. Noah a senti, pour la première fois, une forme de soulagement froid. Je ne suis pas faible alors. Je suis juste réglé comme ça. Sauf que la compréhension, chez Noah, n'était jamais une simple connaissance. C'était une boîte à outils. Et toute boîte à outils appelle une question dangereuse. Si je comprends le mécanisme, est-ce que je peux le modifier? Noah avait 15 ans. Il revenait d'un repas de famille, un de ces repas où l'on rit trop fort pour ne pas entendre se compter. Franck avait bu juste un peu. Mireille regardait la route comme si elle cherchait un autre paysage à habiter. Noah était côté passager. Lou dormait à moitié à l'arrière, la joue contre la vitre. La voiture filait. L'asphalte défilait en un ruban noir. Les phares découpaient des arbres qui ressemblaient à des silhouettes. Noah a senti l'accident avant qu'il arrive. La trajectoire, la vitesse, la fatigue, l'alcool, la rigidité des mains de Franck sur le volant. Noah a parlé doucement, sans provoquer. « Papa, ralentis un peu. » Franck a ri, un petit rire sec. « Tu veux conduire à ma place ?» Noah a insisté. Encore. Et c'est là que Franck a basculé. Pas vers la violence physique pure et dure, mais vers une attaque plus morale, humiliée, pour reprendre le pouvoir. « Et t'as cru que t'étais quoi, Noah? T'as cru qu'un petit con comme toi pouvait jouer au chef? Je veux juste... Tu veux juste quoi? Me faire passer pour une merde devant ta mère, c'est ça ?» Mireille n'a pas bougé. Elle attendait que ça se passe, comme toujours. Et Noah ressentit pour la première fois autre chose que de la peur. Un mélange de dégoût et de colère. Une colère pure, glacée. Si quelqu'un l'arrêtait définitivement, tout le monde pourrait enfin respirer. Cette pensée n'était pas un fantasme sadique, mais un moyen d'amener enfin la quiétude. La voiture n'eut pas d'accident. Ils sont rentrés. Lou s'est endormi dans son lit. Mireille a débarrassé sans un mot. Franck a ronflé sur le canapé, la télévision allumée. Et Noah est resté longtemps debout dans le couloir, à regarder la maison comme s'il s'agissait d'un lieu qui serait bientôt une scène de mort. Cette nuit-là, Noah s'est lavé les mains jusqu'à ce que la peau tire. Dans le bruit de l'eau, une autre idée a émergé, plus dangereuse que la colère. Je ne laisserai plus la souffrance tourner en boucle, juste parce que personne ne veut prendre la responsabilité de l'arrêter. À 16 ans, Noah a fait du bénévolat, presque par accident. Un stage, un moyen de s'éloigner un peu de la maison. Une association d'aide aux personnes âgées. Des couloirs propres et des odeurs de soupe. C'est là que Noah a rencontré Monsieur Alphen. Un vieil homme au regard clair, à la peau fine, qui gardait une dignité intacte comme d'autres gardent un secret. Il parlait doucement, s'excusait de demander de l'aide, remerciait pour un verre d'eau comme si on lui avait offert un trésor.
Noah l'écoutait, vraiment, sans s'impatienter, sans détourner le regard quand Alphen parlait de la douleur. Un jour, Alphen a dit, en observant les mains de Noah, « Eh ben, toi t'as des mains de quelqu'un qui veut bien faire. » Noah a souri, puis a demandé sans réfléchir, « Vous avez peur de quelque chose, monsieur Alphen ?» Le vieil homme a pris le temps de répondre, comme si la phrase méritait qu'on la respecte. J'ai peur de souffrir inutilement, de finir en bruit, et j'ai peur qu'on finisse par me considérer comme un fardeau, et plus comme une personne. » Noah a senti cette phrase se planter en lui. Finir en bruit. C'était exactement ça, sa maison. Ce soir-là, quand Noah est rentré, il a trouvé la scène habituelle. Franck endormi sur le canapé, Mireille absente dans la cuisine, Lou silencieuse. Noah a regardé sa mère, puis sa sœur, puis son père. Et au lieu de ressentir uniquement la tristesse, il a ressenti son esprit s'ouvrir vers une clarté qu'il n'avait encore jamais connue alors. La clarté de quelqu'un qui commence à confondre aider et décider. Dans sa chambre, il a ouvert un cahier vierge. Il a écrit un titre très simple. Comment empêcher? Puis, il l'a refermé, comme si écrire ce titre suffisait à donner une forme à l'idée. Noah n'a rien fait. Pas encore. Mais quelque chose était né en lui, un raisonnement. Et un raisonnement, quand il est nourri par la douleur, peut devenir un outil terrible. Noah a grandi en apprenant à calmer les autres. Et puis il a découvert, à l'adolescence, une idée qui peut dévorer les plus sensibles. Parfois, calmer ne suffit pas. Parfois, il faudrait empêcher. Noah s'approchera bientôt d'un endroit où la souffrance des autres est quotidienne. Un endroit où l'on soigne, où l'on décide, où l'on ferme des yeux avec douceur, où l'on parle de dignité. Et c'est là que la question deviendra dangereuse, parce qu'elle sera posée avec une voix calme, presque raisonnable. Si je peux empêcher la douleur, qui me dira où est la limite? À bientôt, dans le noir.